Notre chum Denis Julien est avec nous sur Radio Pirate Live. Faire le tour un peu de, je te dirais, ce qui se passe avec la campagne électorale, les promesses au niveau économique. Entre autres, Denis, t'es salué. J'ai hâte de t'entendre sur toutes les histoires de baisse d'impôts, toutes les promesses qui sont faites jusqu'à maintenant, parce que là, on est dans une économie un peu, je dirais un peu folle. Alors, toutes les prédictions sont là sur la table. On a certains qui disent, bon, oui, ça va bien aller. D'autres voient peut-être une des plus grandes catastrophes économiques à venir d'ici la fin de 2023. Et on commence à voir qu'on se prépare probablement à fouiller dans des budgets, dans des endroits où on avait de l'argent qui était comme placé là pour les générations à venir. Et on parle, entre autres, d'aller puiser dans le fonds des générations. Et alors qu'il n'y a pas longtemps, le premier ministre du Québec disait jamais on va toucher à ça. Et là, depuis 2-3 jours, on se rend compte que dans ses promesses électorales, on a l'air à vouloir mettre les deux mains dans le fonds des générations, mon ami Denis. Oui, bonjour. Alors, le Fonds des générations, c'est quelque chose qui est quand même assez récent, hein. Ça a été mis sur pied en 2006. D'ailleurs, hier, ce que je disais à Mr. White, c'est que quand c'est arrivé, le budget de Raymond Bachand qui en parlait au moment où il était ministre des Finances, j'y étais au budget, j'étais avec Mario Dumont. Puis je me souviens que quand on nous avait dit ce qu'ils allaient faire, c'est parce qu'en gros, ça vise à faire partie d'un appareillage qui fait en sorte de faire baisser la dette du Québec. Alors, ils se disent, en gros, au lieu de rembourser une dette qui nous coûte à peu près 3 on ne remboursera pas. On va plutôt placer cet argent-là. Elle va faire des rendements plus élevés, peut-être 6 et la différence entre les deux fait que c'est un bon deal. On ne paye pas de l'impôt, évidemment, sur les rendements. Et on va finir par avoir une belle opération financière qui va faire en sorte là, que ça valait le coup de prendre ce risque-là de court terme. Puis, en réalité, ils ont eu raison jusqu'à maintenant. Moi, j'étais contre l'idée, pas parce que c'est pas intelligent d'emprunter à 3 pour placer à 6, et en plus que ce soit pas imposable. J'étais pas confiant qu'on ne toucherait pas à ça, qu'à un moment donné, un péquiste n'arriverait pas ou un Québec solidaire n'arriverait pas pour dire « Ah mon Dieu, il y a de l'argent qui est là et je pourrais m'en servir pour, justement, pendant les élections, me partir un nouveau programme de dépenses et qui serait financé essentiellement par ça versus aller chercher des impôts supplémentaires. » Est-ce que tu penses, Denis, que ça, tu sais, pour monsieur tout le monde, toi, tu es en économie, nous autres, on suit ça, beaucoup de monde suit ça, mais en général, est-ce que les gens peuvent être inquiets de ça? Dans le sens que, est-ce que ça leur dérange qu'on s'en aille dans un genre de bas de laine autre qu'on a prévu, puis qu'il y a de l'argent disponible, puis que finalement, je vais le dire, je vais passer aux boomers, OK? Les boomers, mettons, il leur reste 15 ans, 20 ans à vivre. Puis le premier ministre qui vise cette clientèle-là, on le voit par les sondages Main Street détaillés par groupe d'âge, c'est carrément eux. Là, ils parlent uniquement à eux, puis c'est à eux qu'il veut faire plaisir. Moi, si, mettons, je suis un peu égoïste, puis je me dis, bon, ben gars, je veux faire une belle ride avant de finir. Puis peu importe la tempête économique qui va arriver, je m'en sac, moi, qui s'en aille dans le fond des générations. Moi, je m'en vais dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans. Je pige dans le pot. Je pige dans le pot. Est-ce que c'est brillant un peu? Moi, je trouve ça, tu sais, pour la clientèle. Je trouve pas que ce soit brillant, mais de la manière dont ils le font, je trouve pas non plus que c'est une catastrophe épouvantable, dans la mesure où ils ne pigent pas dans le fond existant. Ils vont juste ralentir parce qu'ils ont des revenus supplémentaires qui les amènent à devoir cotiser au fond de manière supplémentaire. OK. Alors, ils se disent, si on ne faisait rien, on mettrait à peu près 5 milliards par année dans les prochaines années là-dedans. Et on va réduire ça à 3 milliards plutôt. Donc, il y a un 2 milliards, on coupe ça à peu près 39 %, ce qu'on devrait faire au cours des prochaines années. Et c'est juste pour une période où on nous en parle pendant les élections. Il arriverait n'importe quel petit revers et on dirait, écoutez, les circonstances ont changé puis on ne touche pas à ça. Ce qui est là-dedans, ce qui était bon du point de vue des libéraux et des marchés financiers, c'est que maintenant, ils se fient à ça. Les marchés financiers disent, c'est vraiment un appareillage qui a tenu la route pendant plusieurs années et nous, on regarde votre dette au net. Si vous avez un placement de 100 et une dette de 200, il y a un 100 net
qui est dû, et ça devient tel pourcentage, 40-45% du PIB, et on trouve que c'est raisonnable par rapport à des endroits où on est dans le 90 puis le 100. Fait que de ce point de vue-là, c'est qu'on fait juste devenir moins sérieux par rapport à des financiers qui pourraient dire un jour, ben ça devient et ça demeure tentant pour chaque parti de piger là-dedans. C'est le précédent que ça fait. Il y a un appareillage et là, tu commences à y déroger. Et ils y dérogent seulement parce qu'en élection, il y a d'autres personnes comme Éric Duhaime, qui disent « Moi, je vais couper, mais je ne coupe pas là-dedans. » Fait que moi, si on me demande c'est quoi ta préférence, ben écoute, j'étais contre à l'origine, vous n'y avez pas touché jusqu'à maintenant. Les marchés financiers qui sont assez avisés en ont une certaine confiance. J'aimerais mieux qu'on n'y touche pas et qu'on continue de verser les mêmes montants parce qu'il est vrai qu'on paie encore des dépenses actuelles avec des revenus qui seront imposés plus tard par des jeunes. Fait que du point de vue du déséquilibre intergénérationnel, ben, on fait juste ne pas le réduire, ce déséquilibre-là, en touchant à un des aspects de cette caisse-là. Mais c'est pas non plus dramatique. C'est pas Québec solidaire qui dit « Moi, je vais aller chercher la moitié. » On n'est pas là-dedans. Mais c'est un premier mouvement. Et c'est un mouvement qui se fait par un parti qui ne l'avait pas créé. Fait que lui, il ne se sent pas aussi lié. Un libéral n'aurait pas fait ça. Mais probablement, QS, eux autres, c'est certain qui pigeraient là-dedans. C'est certain. N'importe quelle pièce qui va traîner, ils iraient Ouais, tu trouves à date tout bon. Moi, je continue à penser que le Parti conservateur du Québec doit jouer encore un peu sur l'histoire des mesures sanitaires parce qu'on voit que la base de leur clientèle est là, puis elle veut plus que ça arrive, puis elle est encore fâchée de ça. Mais ils ont un plan économique assez, je dirais, intelligent. Ça l'a poussé tout le monde à revoir le sien. Tu sais, je pense pas qu'on aurait eu à enlever la TPS sur des biens essentiels comme la bouffe au restaurant de la part de QS si Éric Duhaime n'est pas là. Même chose pour la CAQ qui parle maintenant de baisse d'impôts. Bon, il y a l'histoire de la folerie des chèques encore là, qui n'ont pas compris qu'avec des chèques, de l'argent qui arrive de la dette, tu n'es pas en train d'améliorer l'inflation, d'améliorer l'économie, tu vas juste l'empirer. Mais le niveau de baisser la taxation, parce qu'on sait, là, il y a un défi. Il faut être plus, on l'a toujours su, il faut être plus compétitif avec les gens qui nous entourent, mais surtout dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre où les gens veulent pas nécessairement en faire plus parce qu'ils sentent qu'ils travaillent bien plus pour le gouvernement que pour leur famille. Donc, tout le monde se sent un peu concerné, mais je veux dire, c'est vraiment plus l'arrivée d'Éric Duhaime qui est arrivé avec une baisse d'impôts qui est la plus importante de toute la gang en passant. Ça a un impact sur, en tout cas, le côté économique de la campagne jusqu'à maintenant. Qu'est-ce que tu trouves de, mettons, la CAQ, QS et le Parti conservateur du Québec à ce niveau-là? Moi, je trouve que le plan d'Éric Duhaime, c'est non seulement celui qui donne le plus à sa face même, mais c'est celui qui le donne le mieux. C'est celui, à la limite, qui est le plus progressiste dans la mesure où il dit « Écoutez, je vais augmenter votre exemption de base. » L'exemption de base, dans certains pays, c'est plus élevé que ça. Ce que ça dit, c'est, à l'heure actuelle, c'est 16 000. Ça dit, le premier 16 000, je ne peux pas l'imposer parce qu'il vous sert à vous nourrir, à vous vêtir et à faire que vous puissiez payer un logement quelconque. C'est le seuil de pauvreté, ou presque. Alors, ça serait indécent de taxer ça. Dans la mesure où tout coûte plus cher, Oui. et donc l'essentiel également, et que tu dises, j'augmente jusqu'à 20 000 le montant que vous pouvez gagner en travaillant qui ne sera pas imposé, c'est très équitable pour beaucoup de gens, surtout ceux qui sont les plus imposés, qui gagnent, c'est-à-dire ceux qui sont les moins imposés, mais qui le sont encore trop tôt. Alors, c'est très équitable de ce point de vue-là. Moi, je trouve qu'il a surtout raison du fait que, étant donné que c'est important, ça souligne une chose. C'est pas vrai que ça irait contre une tentative de la Banque centrale de hausser les taux d'intérêt pour ralentir l'économie et qu'en même temps que de baisser les impôts, ben, on va dans le sens contraire. Ça, c'est juste. Mais il a ajouté à ça, moi, je vais réduire des dépenses. Donc, ça devient à coût nul. La dépense de l'État qui est inutile, les 70 000 fonctionnaires inutiles qu'on a probablement été chercher, tous ceux qui le sont déjà
des inutiles qui cochent des formulaires qui te demandent « Aujourd'hui, tu as fait quoi? » Tous ceux qui cochent l'achat des savons dans un CHSLD plutôt que de donner un bain de plus. Moi, je trouve que c'est assez important qu'on souligne qu'on dépense trop, qu'on donne trop d'impôts à du monde qui ne nous donne pas de service. Et personne ferait de remarques. Je vois des gens, des fois, sur Twitter, un gars qui se pose la question, c'est-tu vrai qu'on paye trop d'impôts, mais il reconnaît que les services sont mauvais? Genre, je m'en vais regarder ce qu'il fait dans la vie, instruit, tout ça. Le gars, il décuse des bouteilles de vin, il fait des voyages. Je suis pas mal certain qu'il magasine ses affaires pour obtenir un bon rapport qualité-prix. Nous, ici, on est imposés comme des Scandinaves, puis on a des services qui sont très désuets, très mauvais. Puis, je t'écoute, Jeff, souvent quand t'en parles de ça, tu dis, moi, en principe, si on me prend de l'argent en impôts puis qu'on me donne des services que je serais obligé de me payer à bon prix pour avoir de la qualité ailleurs puis que c'est le même montant, ben écoute, je suis d'accord avec ça. Je ne signerais pas si je ne payais pas dans le vide. Mais là, je suis obligé de payer le double pour être soigné véritablement. Voilà. Et la social-démocratie, en réalité, on l'accepterait relativement bien si on avait des services de qualité. Mais on n'en a pas. Fait que ce à quoi ça nous amène, c'est, écoute, vous avez eu votre chance avec le centralisme étatique de redonner-nous une part de cet argent-là, puis on va y aller chez la Croix, puis on va y aller se donner des services de qualité ailleurs parce que manifestement, vous ne savez pas gérer vos ressources, tandis que d'autres y parviennent. C'est la seule réaction intelligente d'un peuple qui sait minimalement compter puis qui devient adulte. Ça n'arrivera pas au grand nombre. Le votant médian, c'est pas ça qu'il veut parce qu'il est trop élevé dans d'autres choses trop longtemps. Mais il demeure qu'Éric parle très bien de la chose et il doit le faire. Si je peux ajouter quelque chose par rapport à ce que tu disais avant ça, oui. Qu'on doit continuer à parler de ce qui est arrivé durant le dernier 2 ans, faut arrêter de penser que c'est juste de la colère puis qu'on ressasse des vieilles affaires. C'est le futur aussi. Oui. Moi, un gouvernement qui panique et qui me dit « Je suis incapable de gérer mes ressources, puis à cause de ça, je vais vous enlever des options de liberté. » Pour moi, c'est quelqu'un dont je dois me méfier à l'avenir. Oui. Il y aura d'autres crises. Et voilà. Là, j'ai vu qu'une grande crise qui a été, par exemple, relativement bien gérée selon mes critères par la Suède, ici, on a fait ça en pioui, en imbécile. On pourrait faire le décompte de toutes les choses qui n'avaient aucune allure, qui mettaient beaucoup de gens mal à l'aise. Et la population ne trouvait jamais chez ces analystes de gens qui questionnaient intelligemment le politicien. On avait juste ceux qui poussaient le politicien à aller plus loin. Il n'y avait pas les autres. Alors donc, ils s'interdisent, ils s'auto-censurent de poser des questions qui se posaient ailleurs. Alors moi, je me dis, si je vis dans ce bocal-là comme poisson, bien sûr que le futur m'inquiète. C'est pas du passé dont je te parle, c'est un précédent sérieux. Oui. On doit continuer d'en parler. Oui, puis c'est surtout qu'on tombe. Des gens qui gèrent aussi mal à l'avenir. Non, puis on tombe un peu dans dans la facilité. Et c'est drôle parce que c'est les grands défenseurs du gouvernement pendant cette crise-là qui demandent à ce qu'on change de. Puis je les comprends. Je veux dire, eux autres, ils veulent qu'on se débarrasse de cette histoire-là au plus sacrant parce qu'eux-mêmes ont eu l'air fous tout le long de cette campagne-là à défendre un peu l'indéfendable. Et là, ils réalisent avec le temps qu'ils ont eu l'air un peu idiots. Donc, on essaie de vouloir tourner la page au plus sacrant. Mais moi, les analystes aussi. Les analystes aussi. Les analystes aussi ne veulent pas en parler. Non, ils ne veulent pas. Parce qu'ils paraissent mal. Puis moi, au nom de mes enfants, au nom de ceux qui ont fait des sacrifices, au nom de tous ceux de nos libertés, je dirais, de base qui ont été... Jamais qu'on pensait qu'on s'en allait jusque-là. Puis de voir, comme tu l'as dit, qu'on a fait ça comme des couillons. Okay? On a fait ça comme des pas bons. Et ça, moi, j'accepte pas ça. Puis surtout le fait que ceux qui ont posé des questions intelligemment, puis je pense que la fille du Devoir hier à Radio-Canada l'a bien exprimé, ils commencent à se réveiller un peu, ceux-là, de voir que le gouvernement du Québec, le gouvernement de Legault est devenu un genre de parti un peu plus, carrément totalitaire, où on décidait qui étaient les bons citoyens et les mauvais. Puis je parle pas de la vaccination, je parle juste de ceux qui ont osé questionner ces décisions et avec une machine très bien huilée, bien financée. Donc, un partenariat incroyable entre les médias et le gouvernement. On a réussi à faire fermer la boîte du monde
Il y en a quelques-uns qui ont réussi à se tenir debout en pleine tempête. On a mangé des sacrements de claques dans le côté de la face. À cause de ça, on ne peut pas faire semblant que c'est arrivé il y a 10 ans. Ça vient d'arriver. On a des séquelles de ça et il risque d'y avoir un autre lendemain parce qu'on sait, là, les hôpitaux ne sont pas mieux. Ça ira pas mieux si c'est la CAQ qui est là. Ça va être le même modèle dans 5 ans que ça l'était il y a 5 ans. Il n'y a rien qui va changer. Puis on sera encore dans une position précaire si jamais il y a une panique qui s'installe dans nos hauts fonctionnaires et dans nos élus. C'est ça qui risque d'arriver. Donc, tu as raison. Le précédent qui vient d'arriver vient juste d'arriver. Et le 5 octobre, c'est tantôt. Là. La 8e vague, c'est tantôt. Ils ont commandé des masques. Ils ont encore l'application qui est à jour, etc. Ils ont des choses qu'ils veulent faire. Mais moi, je veux le savoir pendant cette campagne-là. Je veux que la CAQ me dise qu'est-ce que vous avez en tête? Avez-vous des regrets? Avez-vous des regrets de choses? Parce que quand on se compare dans le monde, on est dans ceux qui ont paniqué le plus, qui ont pris le plus grand nombre de mauvaises décisions. Avez-vous des regrets? Et quel est l'avenir à partir du mois d'octobre si vous êtes encore au pouvoir, ce qui risque d'arriver? Mais ça, si c'est pas débattu et qu'on le sait pas, Denis, on risque d'avoir des surprises. Pas vraiment des surprises. On risque d'avoir le continuons. De ce que j'ai entendu, il y a juste Québec solidaire qui pose aussi des questions parce que moi, je dirais pas qu'ils étaient totalitaires, ils ont été autoritaires. Oh, on va y aller avec ce mot. Ça les sert pas. Ça les sert pas. Ce qu'il y aurait de normal à demander, c'est une complète indépendance entre la santé publique, comme ça se fait ailleurs, et le gouvernement. Et donc, là, le gouvernement pourrait avoir plus de marge quand c'est vraiment une recommandation solide de dire, là, c'est vrai que c'est pas moi. Mais là, à l'heure actuelle, que ça ait bien été ou pas, on sait que c'était politique. On sait qu'il y avait des malaises ailleurs. Alors là, à quoi ça t'amène plus tard? Ça t'amène une méfiance par rapport à quelque chose qui ne devrait pas inciter à la méfiance. Moi, si la santé publique me dit des choses qui sont supposées être raisonnables et scientifiques, je ne devrais pas en douter comme je doute de politiciens qui pensent plutôt à court terme et qui tentent et qui pensent, je peux pas tout y dire parce qu'ils comprendraient pas tout puis ils iraient pas dans le sens de ce que je veux qu'ils fassent. Ça, le politicien pense de même, mais je m'attends à ce que ce soit contremandé par quelqu'un qui a une toute autre autorité et qui suggère et qui dit, voici ailleurs comment que ça se fait, vous pouvez choisir maintenant, c'est dans votre camp. On n'a pas ça. Alors, qu'est-ce que ça fait? Ben, tu es encore plus méfiant que ce que tu devrais être de la vaccination, de toutes sortes d'autres choses dont on aurait besoin éventuellement, parce qu'on se demandera toujours si c'est politique. Alors, même n'importe quel gouvernement a intérêt à s'isoler de ces choses-là. Au lieu d'inciter, il a obligé. Au lieu de récompenser, il a sanctionné. Au lieu d'unir dans une bataille commune, il a fractionné. Et aujourd'hui, on a encore des suites. C'est très mauvais. Si on regarde les suites de ça, par exemple, en Suède, où on y est allé beaucoup plus intelligemment, ben, on a des croûtes à manger. Et là, c'est de ça dont je me méfie. Même gouvernement, même réflexe. Je suis pas sûr qu'ils apprennent. Je pense qu'ils apprennent quand même. Parce que là, ils sentent que ça a des effets. Ils n'y avaient pas pensé avant. Mais j'aimerais qu'on en discute en arrêtant d'en dire que c'est d'une vieille grogne du passé, oui. Puis qu'on n'en revient pas, puis c'est pas ça, pantoute. Moi, j'en reviens en masse. Si je voulais plus vivre ça, j'ai juste à m'en aller plus longtemps aux États-Unis, où pendant le COVID, j'étais là pendant un mois à San Diego, puis tu as dit qu'on passait pour nouilles, et là-bas, il était sain d'esprit, puis ensuite, on revenait dans le dôme, puis on était dans un espèce d'asile. Tu étais dans un des États les plus tough sur la COVID aux États-Unis en plus, imagine. On avait l'air à des dingos à côté d'eux autres. Hey, Denis, avant de finir, je vais te poser une question. Comment tu trouves dans la campagne actuelle le fait qu'ils semblent, PLQ désorganisé complètement, c'est pas une surprise, on les voyait aller depuis quelques temps, choisi de s'en aller à gauche complètement, très, très vert, ils ont perdu le cœur de leur business, un peu de leur faute. Ensuite, QS peut-être plafonne un peu, même chez les jeunes, même deuxième devant le Parti conservateur, donc plafonne un peu, mais peut-être le mieux des trois, le PQ, on n'en parle même pas. Mais je regarde, je dirais, la fièvre électorale alentour de François Legault pour quelqu'un qui aurait supposément aux alentours de 40 d'intention de vote. Et je regarde alentour, puis je sais que c'est trompeur, là, ces choses-là, mais quand même, ça donne quand même le pouls de ce qui se passe un peu. Donc, Éric, qui partout où il va, attire des foules, donc peu importe la région, attire des foules. On a de la misère à remplir une salle de 30 personnes pour François Legault. C'est souvent du staff
qui est là avec des journalistes. C'est quand même un peu surprenant là, de voir qu'on nous dit que c'est le PM le plus populaire de l'histoire. Les gens se sont accotés sur lui pour la sécurité, ils lui ont fait confiance. Il a été comme un père pour la nation, etc. Et de voir que le gars est seul, puis que ça applaudit, puis on entend 5 personnes applaudir, il me semble que ça détonne par rapport à ce qu'on peut voir dans les sondages. Je sais que c'est trompeur aussi. Là. Les gens qui vont voter pour lui sont peut-être plus à la maison puis ils se couchent de bonne heure. Mais il y a quand même quelque chose de bizarre de voir que la CAQ semble pas plus... En tout cas, les partisans de la CAQ semblent pas plus excités que ceux du Parti libéral alors qu'ils ont 40 % dans les sondages. Ah, il n'y a pas d'enthousiasme. Parce que probablement qu'eux aussi, ils ont toutes sortes de petits sentiments mitigés. Ouais, c'est vrai qu'on a peut-être exagéré, mais ils vont voter pour lui quand même parce qu'ils disent s'il en arrive un autre, il aura appris de ça. Moi, je vois plutôt qu'il y a un manque d'enthousiasme. Puis si j'avais quelque chose à recommander à Éric, c'est de jouer fort dans la région de Québec pour aller consolider ce qui peut lui faire obtenir des sièges. Beaucoup inciter là-dessus. Ça sert à rien de ne pas gagner ça ici quand on a besoin d'une coupe de sièges. Moi, j'ai besoin qu'ils prennent une place à l'Assemblée nationale pour être ceux qui vont pousser dans le derrière, vers la droite, à Legault. Tandis que donne ça à QS plutôt, puis tu vas avoir quelque chose qui va s'en aller encore plus à gauche que ce qu'ils font déjà, puis ils viennent d'engager 70 000 fonctionnaires. Oui. Fait qu'imagine-toi jusqu'où ça irait. Puis insister sur le pont. Moi, ce que je trouve fascinant, c'est les discours sur le pont. Écoute, un pont, là, tant que c'est sur papier, c'est lettre. Oui. Et tant que tu veux rejoindre deux rives avec un pont éventuel, c'est laid, ça défigure, ça va favoriser l'étalement urbain, c'est le mal absolu. Une fois qu'il est construit comme comme le pont de Québec, tout d'un coup, ça devient une œuvre d'art. Oui. Ça devient une merveille. Ça devient un trait distinctif. C'est la couleur de la ville de Québec, la capitale nationale. Fait que moi, ce que je suggère, c'est faites ça vite. Construisez un pont parce que le lendemain, tout le monde va vouloir le conserver, le photographier, se faire photographier à côté. Puis je tendrais même un piège. Je prendrais une photo du pont de Québec, oui. J'en ferais dessiner un plus grand pour exact. le mettre proche de l'île d'Orléans. Puis là, je leur demanderais comment ça se fait que celui-là est laid, puis l'autre était beau. Oui, regarde ça, j'adore cette idée-là. On est vraiment nono. Oui. Hey, merci Denis, c'était un plaisir de te parler. Je veux que tu fasses un message à ton épouse. Je veux que tu dises à Joanne que dans la dernière année, l'année, on est déjà rendu au mois de septembre, dans la dernière année, je l'ai dit hier, dans les deux langues, anglais, français, un des plus beaux textes que j'ai lus pour intelligemment et poliment remettre quelqu'un à sa place. Son texte sur Mario Dumont est simplement génial. Tu lui fais le message de notre part. Ah, merci. Elle t'avait entendu hier. OK. Hey, je vais te saluer. On a au plaisir de vous parler. On a hâte de vous en jaser. Salut, bye. Denis Julien est avec nous autres sur Radio Pirate Live.